il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile aux malfrats. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en 1 minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection,
Tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que les aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. 4 criminels sur 5 utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé. Et prends garde aux logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumée pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention au son de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laisser tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plie-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Avec 2,5 millions de maisons cambriolées chaque année aux États-Unis, sache qu'une propriété sans système de sécurité a 300% plus de chances d'être prise pour cible. À ton retour, pense à en installer un. Il te sera très utile. Cet arbre a une écorce, des feuilles et même des graines toxiques. Pire encore, ces graines peuvent exploser. Et ce n'est pas le genre d'expérience que tu veux vivre lorsque tu voyages en Amérique centrale. Voici l'arbre bombardier, un géant de 30 mètres couvert d'épines coniques. L'arbre a l'air unique car ses fruits ressemblent presque à de petites citrouilles, mais ne t'en approche pas et ne le touche pas. Contente-toi de le contempler de loin. Une fois que ces fruits ressemblant à des citrouilles se fendent, ils explosent et libèrent les fameuses graines qui sont propulsées à environ 70 mètres par seconde, ce qui est suffisant pour te blesser. Mais bon, l'arbre bombardier n'est pas si méchant. Il ne veut simplement pas de compétition.
C'est pourquoi il fait tout son possible pour envoyer ses graines le plus loin possible, c'est-à-dire à environ 40 mètres. Certains arbres sont si dangereux qu'ils ont même un panneau d'avertissement, comme par exemple le mançonnier. Il semble pourtant tout à fait inoffensif, et ses fruits ressemblent à des pommes ordinaires. Mais manger une telle pomme peut être la dernière chose que tu feras de ta vie. C'est très sérieux. Toucher cet arbre n'est pas non plus sans danger, et même le regarder. Et si tu essaies de le couper, tu seras puni instantanément. Il répond en faisant jaillir une substance aveuglante directement dans tes yeux. Cette sève peut causer une cécité temporaire et si elle entre en contact avec la peau, tu auras des brûlures et des ampoules. Il n'y a qu'un seul moyen de dompter cet arbre, il faut d'abord le brûler à sa base en se tenant très loin pour plus de sûreté. Ensuite, on laisse l'arbre tomber sécher au soleil et une fois qu'il est sec, on peut l'utiliser en toute sécurité. Il existe même des meubles en bois de mançonnier qui sont toxiques à l'usage. Alors fais attention à la chaise sur laquelle tu t'assois. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Les scientifiques l'appellent le fruit du jatropha, mais il est aussi connu sous le nom de noix noire vomitive. Si tu essaies de la manger, la première chose que tu ressentiras sera une sensation de brûlure dans la gorge. Une fois qu'elle aura atteint ton estomac, tu auras de violents maux de ventre. Le résultat peut être terrible. Elle peut provoquer une grave dépression du système nerveux central et il ne s'agit pas d'un accès de tristesse. C'est un état physiologique où la respiration est affectée, le rythme cardiaque est diminué et tu peux même perdre connaissance, sans parler de séquelles plus graves. Regarde ces feuilles en forme de cœur, elles sont si jolies. Pourtant, le fruit de cet arbre n'est pas si inoffensif. Le pangi est originaire d'Asie du Sud-Est et son fruit peut être mangé, mais il nécessite beaucoup de préparation. Premièrement, il faut attraper ces grappes brunâtres qui ressemblent à des poires. Ce sont les fruits. Ensuite, il faut atteindre les graines à travers la pulpe qui a l'air douce, crémeuse et peut-être comestible, mais qui ne l'est pas. Puis, les faire bouillir. Troisièmement, il faut les faire tremper ou les envelopper dans des feuilles de bananier pendant 40 jours pour que le cyanure d'hydrogène soit libéré. Cette substance est heureusement soluble dans l'eau et peut être en quelque sorte éliminée une fois que les graines sont bouillies et fermentées. Mais pourquoi se donner tant de mal ? Ces graines sont en fait ajoutées à certains plats pour leur donner du goût, comme une épice. Certains fruits nécessitent beaucoup de préparation, tandis que d'autres ne peuvent être consommés que lorsqu'ils sont mûrs à 100%. Le sureau cru est riche en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est clairement pas bon. Ces baies sont cependant très appréciées. Tu peux en trouver dans des tartes, des sirops, des thés, des confitures et plein d'autres choses. Les baies entièrement mûres et cuites ne sont heureusement pas dangereuses. L'aké, fruit national jamaïcain, a un goût vraiment unique. Il est doux et beurré, et les gens qui l'ont goûté affirment qu'il a le même goût que les œufs brouillés. Tout comme pour les baies de sureau, on ne peut manger l'aké que s'il est bien mûr. C'est pourquoi l'importation d'aké cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse elle-même. La chair rose a l'air appétissante, mais ne tifie pas. Elle est hautement toxique. Idem pour les graines noires. Fait amusant, les gens utilisaient autrefois l'aké pour nettoyer les vêtements grâce à ses propriétés blanchissantes. Les graines du fruit contiennent des saponines qui peuvent créer cette mousse dont nous avons besoin pour le lavage. Aujourd'hui, ce produit n'est plus aussi populaire et très peu de gens le préfèrent au savon manufacturé. Le corosol est un autre fruit interdit d'importation. Il est aussi appelé guanabana et peut libérer des toxines dangereuses entraînant des conséquences très désagréables s'il n'est pas mûr. Si tu veux vraiment le goûter, il y a des chances que tu trouves de la pulpe de corosol congelée dans le commerce. Le fruit en lui-même est délicieux. Il a le goût d'un mélange d'ananas et de fraises. Cependant, ce fruit n'est pas approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires en raison du risque qu'il présente pour la santé. Mais si jamais tu manges du corosol, n'oublie pas d'éviter les graines, car elles sont toxiques pour les humains. Voici une mangue, délicieuse et sans danger. Maintenant, regarde ce fruit. Il ressemble un peu à une mangue quand elle est verte, mais tu ne voudras certainement pas la manger. Ce fruit pousse sur ce qu'on appelle l'arbre à suicide, et un seul noyau suffit à achever un être humain. Mais qui a dit qu'il fallait les manger ? Ils peuvent être utilisés comme déodorants. Cependant, il existe des options plus sûres, alors tu ferais mieux de laisser cet arbre tranquille. D'un point de vue arboricole, un arbre ne doit pas nécessairement être toxique pour être dangereux.
Le bougna bougna, par exemple, a des pommes de pin géantes plus grosses que ta tête. Alors imagine la taille des pignons. Le seul vrai danger est qu'une de ces pommes de pin tombe sur ta tête. Pour le reste, le bougna bougna est plutôt inoffensif. Si tu fais bouillir ces pignons, tu obtiendras un thé très savoureux. Les pignons sont aussi sans gluten, donc ils peuvent faire partie de n'importe quel régime à la mode. Cet arbre existe depuis longtemps, depuis que les dinosaures parcourent la planète, mais aujourd'hui, il est presque endémique de l'état du Queensland en Australie. Tout le monde sait que c'est la dose qui fait le poison, n'est-ce pas? Le palétuvier laiteux est une autre preuve de ce dicton. Il peut être extrêmement utile à des fins médicinales ou extrêmement toxique lorsqu'il est mal utilisé. Toutefois, ce n'est peut-être pas seulement la dose, mais aussi la composition chimique qui fait le poison. La sève de cet arbre peut provoquer des cloques, des brûlures et même une cécité temporaire, tout comme celle du manzanillier. C'est pourquoi les gens l'appellent parfois le palétuvier qui rend aveugle. L'arbre bouteille se trouve principalement en Namibie, alors si tu voyages dans ce pays désertique et que tu as soif, ne te laisse pas avoir par son apparence. Il ne renferme pas une eau que tu peux boire. L'arbre bouteille obtient sa fameuse forme au bout de 5 à 8 ans, qui lui permet de retenir l'eau. Mais si tu oses la goûter, les conséquences peuvent être fatales. Elle est très toxique pour les humains et les animaux. Sans les toxines contenues dans l'eau, l'arbre ne pourrait pas conserver son humidité, car les animaux lui prendraient. Pour éviter cela, l'arbre bouteille a développé une sorte de mécanisme de protection, principalement contre les animaux, et apparemment contre certains humains aussi, pour rester bien hydraté. Le dernier arbre de notre liste, mais non des moindres, est le Gympie Gympie. Tu as probablement croisé une ortie au moins une fois dans ta vie. Les conséquences du contact avec l'ortie ne sont pas très agréables. Personne n'aime les éruptions cutanées et les sensations de brûlure et de démangeaison. On peut dire que le Gympie Gympie, parent éloigné de l'ortie et apparemment inoffensif, a à peu près le même mécanisme. Mais les conséquences sont différentes. Parfois, il s'agit simplement d'un inconfort prolongé, mais dans certains cas, cela peut être fatal. Bonne nouvelle, il existe un antidote. De la cire à épiler ou même du ruban adhésif peuvent te sauver. Le principal problème, ce sont les petits poils qui se coincent dans la peau. Or, tout ce qui est collant peut t'aider à les enlever. Ce n'est qu'un premier traitement d'urgence, mais il aide beaucoup. Oups, un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux États-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de chose qui se produit partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant. Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton porche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là. Ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrer s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé. Et tu connais la suite. Ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés?
En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leur prix. Et puis ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie, les coordonnées de ta carte de crédit par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs. L'astuce est donc simple, verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil. Mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas. Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a deux choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu. Ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage. Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignets avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès. Si tu ne rechignes pas à la dépense pour te protéger, les lampes à détecteur de mouvement sont exactement ce qu'il te faut. Les voleurs aiment les endroits sombres et lorsqu'ils s'approcheront de chez toi, toute cette lumière les effraiera. Cette solution fonctionne si les cambrioleurs ignorent si tu es chez toi. S'ils sont sûrs que tu n'es pas là, c'est beaucoup moins efficace. Les minuteurs pour télévision et radio sont une autre solution. Grâce à eux, tu peux faire croire aux gens que tu es chez toi à tout moment.
Avec les lampes à capteur, c'est la combinaison parfaite. Cette astuce te protégera de la plupart des cambriolages, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Certains voleurs n'hésitent pas à entrer, même si la télé est allumée. Et un système d'alarme vivant. Vrai ou faux, peu importe. Je parle bien sûr des chiens. Tu te souviens de l'astuce des bottes? Tu peux faire la même chose avec un chien si tu n'en as pas. Place un grand bol sur ton Porsche, mais veille à ce que ce soit réaliste. Le bol ne doit pas être tout neuf, il doit être un peu cabossé. Est-ce que tu connais tous tes voisins? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps que tu prépares des biscuits et que tu leur rendes visite afin de faire connaissance. Tout d'abord, les voleurs n'aiment pas travailler dans les quartiers où les gens se connaissent et se soutiennent les uns les autres. Parce qu'ils ont alors plus de chances de se faire repérer et attraper. Et oui, s'organiser avec ses voisins est une super solution pour rester en sécurité et, qui sait, se faire de nouveaux amis. Décryptons les codes des cambrioleurs. Du ruban adhésif sur la poignée de la porte, une tranche de fromage sur le capot de la voiture et bien d'autres choses encore peuvent être signes que tu es la cible d'un escroc. Les cambrioleurs ne choisissent pas une maison au hasard pour la cambrioler. Ils vont souvent surveiller la maison avant de passer à l'action afin d'en savoir plus sur sa sécurité. Ils laissent des marques sur la maison, la porte du garage, la boîte aux lettres ou l'abri jardin. Apprends à connaître ces marques et à savoir ce qu'elles symbolisent, et tu pourras mieux protéger ta maison des cambrioleurs. Si tu vois un cercle dessiné, cela signifie qu'aux yeux des voleurs, ta maison est une cible de choix. Elle n'est peut-être pas équipée d'un système de sécurité adéquat. A l'inverse, un cercle barré signifie qu'il faut éviter d'entrer. Peut-être que la maison est équipée d'alarmes high-tech, de caméras de vidéosurveillance ou protégée par un chien. Des lignes en forme d'échelle signifient que des objets de valeur sont visibles dans la maison et qu'ils valent la peine d'être volés. Si la lettre M est dessinée sur la poubelle, cela signifie que la maison est vide le matin, tandis que la lettre N signifie qu'elle est vide la nuit. Les forces de police ont émis des avertissements à propos de ce code, mais n'oublie pas que certains de ces signes peuvent être aussi des messages inoffensifs utilisés par les ouvriers de la voirie pour communiquer sur les canalisations par exemple. Si tu vois des marques de frappe de clé, n'entre pas dans la maison. La frappe de clé est une technique utilisée par les cambrioleurs au moyen d'une clé similaire fabriquée avec un métal plus lourd, pour limer les goupilles à l'intérieur de la serrure. De plus, les victimes peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'elles ont recours à leurs assurances dans de tels cas, car cette technique peut ne laisser aucune trace d'effraction à l'extérieur de la serrure. Tu te fais cambrioler, mais tu ne peux pas le prouver à la compagnie d'assurance. Le cauchemar. Le crochetage est une autre technique, mais qui laisse des marques sur la poignée de la porte, comme légères éraflures autour de la serrure. Toutefois, les véritables signes se trouveront à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles qui auront des indentations. Des éraflures ou des marques importantes sur ta poignée de porte peuvent aussi indiquer que quelqu'un est entré chez toi. Les cambrioleurs utilisent parfois des tournevis pour casser les goupilles de la serrure. Si tu vois des éraflures profondes, des marques ou un élargissement du trou de serrure, fais attention quand tu entres. Les voleurs peuvent aussi coller du ruban adhésif généralement transparent sur la poignée de porte. Supposons que le ruban soit toujours là un jour ou deux plus tard. Les cambrioleurs pensent alors que le propriétaire est absent puisque la porte n'a pas été utilisée. Cette technique a pris une ampleur alarmante à Dublin. La police a averti les gens d'être vigilants et d'enlever toute trace d'un ruban adhésif immédiat après l'avoir vu. Certaines de ces marques sont laissées par les voleurs de chiens qui signalent que ta maison abrite un chien de race digne d'être volé. Les marques à la craie rouge sont pour les gros chiens, tandis que les marques jaunes et roses font référence aux chiens de petite et moyenne taille. La police conseille aux propriétaires de chiens d'inspecter leur maison et de signaler tout signe de ce genre à la police. Enfin, ils doivent faire très attention lorsqu'ils promènent leurs animaux de compagnie. L'une des clés, sans son mauvais jeu de mots, pour être en sécurité chez toi est d'avoir un bon système de sécurité et connaître ses biens. Par exemple, si les serrures de ta porte d'entrée sont toujours réactives mais fonctionnent lentement, cela peut être le signe d'une tentative de cambriolage. Cela peut être dû à la technique appelée la méthode de vulnérabilité. Les cambrioleurs affaiblissent la serrure de la porte avec le temps. Ils utilisent des outils ou des objets pour détériorer la serrure sans laisser de traces. Tu peux penser que ta serrure est vieille et simplement reporter l'appel à un serrurier, mais ce serait une erreur. De même, la clé peut tourner à l'intérieur de la serrure avec du retard. Si elle est plus difficile à tourner à l'intérieur, c'est généralement le premier signe d'une tentative d'effraction et le signe d'alerte le plus important à prendre en compte. Même les serrures de portes blindées sont sujettes aux effractions. Savais-tu qu'à Churchill, au Canada, les habitants ne verrouillent pas les portières de leur voiture?
Ils ne font pas cela pour faciliter la tâche des voleurs, mais pour survivre à une potentielle attaque d'ours polaires. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. Imagine qu'un habitant soit confronté à un ours polaire et qu'une voiture se trouve à proximité. Il pourra rapidement s'abriter à l'intérieur de cette voiture, même si ce n'est pas la sienne. Et si tu apprenais quelques conseils de sécurité pour éviter les vols de sac à main? Tout d'abord, ne porte pas ton sac en bandoulière sur l'épaule. Certes, le sac est conçu de cette façon, mais cela peut permettre aux voleurs de s'en emparer plus facilement. Par exemple, porter un petit sac à main de type pochette sous ton bras est plus sûr. Faire ses courses avec quelqu'un est plus sûr que de les faire seul. Les jours de shopping et en général ne transportent pas plus d'argent que nécessaire, ni toutes tes cartes de crédit dans le même sac. Ne garde sur toi que ce dont tu as besoin pour la journée, même pour un court laps de temps. Ne laisse pas ton sac à main dans le caddie ou sur la caisse. Venons-en maintenant aux arnaques. C'est lorsque tu crois que tu ne peux pas être arnaqué que tu te laisses plus facilement avoir par les escrocs. Les arnaques ciblent tout le monde, quel que soit le milieu, l'âge et le revenu. Elles peuvent te prendre au dépourvu lorsque tu ne t'y attends pas. Les escrocs utilisent de nouvelles technologies, des produits ou même des services pour attiser ta curiosité afin que tu leur donnes ton argent ou tes données personnelles. Comment être à l'abri des arnaques? Premièrement, garde à l'esprit que si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Ensuite, ne réponds pas aux appels concernant ton ordinateur et demandant un accès à distance, même s'ils mentionnent une entreprise connue. Les escrocs te demanderont souvent d'allumer ton ordinateur pour régler un problème ou installer une mise à jour gratuite. Il s'agit en fait d'un virus pour obtenir tes mots de passe et tes données personnelles. Enfin, fais attention aux demandes de paiement inhabituelles. Les escrocs te demanderont souvent d'utiliser un mode de paiement inhabituel comme une carte de débit préchargée, une carte cadeau ou une carte iTunes. Quel lien peut-il y avoir entre un carjacking et une tranche de fromage? Imagine que tu te diriges vers ta voiture et que tu vois du fromage fondu sur le bouchon du moteur. Tu vas d'abord penser que c'est une mauvaise farce. Tu commences donc à nettoyer le fromage. Naturellement, ça te prend du temps sous le soleil brûlant. Mais fais attention à ton environnement direct. Quelqu'un pourrait être en train de t'observer de loin et attendre le bon moment. Il peut simplement sauter dans ta voiture et partir avec, pendant que tu ne surveilles pas la porte du conducteur, occupé à nettoyer le fromage fondu du côté passager. Savais-tu que tu pouvais avoir une clé supplémentaire dans ta voiture? Certaines voitures ont des clés de secours cachées dans le manuel ou dans la trousse à outils du coffre. Si ta voiture a cette clé de rechange, sors-la immédiatement. Si tu sais où elle se trouve, les voleurs le sauront aussi. De plus, ne pense pas que tu as la cachette parfaite pour tes clés de rechange. Les voleurs de voitures savent où chercher. Par exemple, certaines personnes cachent le double de leurs clés sous le pare-choc ou sous le tapis de sol. Les voleurs vérifient régulièrement ces endroits. Concernant le vol des voitures, c'est peut-être le moment de parler des habitudes et des stratégies des voleurs. Ils ne choisissent pas des endroits ouverts et visibles comme les allées devant les maisons. Les endroits sombres et isolés comme les arrières d'immeubles, les abris pour voitures et les parkings souterrains sont leurs endroits préférés, car ils sont beaucoup plus calmes, et ils peuvent entendre si quelqu'un arrive. As-tu déjà entendu parler du numéro d'identification du véhicule, alias NIV? C'est un numéro unique pour chaque voiture qui existe. Tu peux graver le NIV sur les vitres de ta voiture. Cela rend ta voiture moins intéressante sur le marché noir pour ses pièces détachées. De plus, changer les vitres coûte assez cher, donc les escrocs essayent d'éviter ces voitures. Pour conclure, disons simplement qu'il vaut mieux éviter d'être une cible facile et invitante. As-tu des histoires de cambriolage ou de vol de voiture à raconter? Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille.
Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux en forme de tige ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette? Bien sûr. Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou. Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau.
Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous avez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens? Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaune, bleu et violet. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elles, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car, si tu devais vivre dedans toute ta vie. Bon, tu viens de trouver ton premier cheveu blanc et tu as une énorme envie de l'arracher et de le garder en souvenir. Mais ta grand-mère qui sait tout sur tout t'en empêche. Car tout le monde sait que 2 nouveaux cheveux blancs vont pousser à sa place. C'est l'un des mythes les plus populaires qui circulent depuis la nuit des temps. Lorsque tu arraches un cheveu, le follicule reste là où il était et il produira un substitut assez rapidement. Mais il n'a pas le super pouvoir de se multiplier, donc tu n'auras qu'un seul nouveau cheveu blanc. Ce nouveau cheveu pourrait même être plus foncé, car le follicule pileux pourrait tout à fait produire un autre pigment cette fois-ci. Mais si tu vas trop loin dans l'épilation, tu risques de ne plus avoir de cheveux à cet endroit. Tu as peur d'utiliser ton téléphone portable à la pompe à essence parce que cela pourrait provoquer une explosion? Eh bien, il n'y a pas eu un seul cas documenté où un téléphone ait dégagé une charge d'électricité et provoqué une telle tragédie. Tous ces panneaux « Pas de téléphone portable dans les stations-service » ne sont qu'une précaution. Les appareils électroniques n'y sont pas les bienvenus car ils pourraient générer de l'électricité statique et présenter un risque. Par ailleurs, n'oublie pas qu'il te faut toujours être vigilant quand tu conduis. Bavarder ou envoyer des SMS pendant que tu fais le plein pourrait avoir de sérieuses conséquences, comme partir avec le pistolet de la pompe à essence dans ton réservoir. Une vidéo virale a laissé croire à des millions de personnes que si tu vois un fil attaché à la poignée de ta porte de voiture, tu dois immédiatement appeler la police. Selon l'auteur, les kidnappeurs utilisent cette astuce pour te distraire et s'en prendre ensuite à toi par surprise. En réalité, il n'y a pas eu de cas officiellement enregistré de personnes se faisant enlever de cette façon. Cette légende urbaine doit venir d'un post Facebook de 2015 qui mentionnait l'astuce du fil et qui a été démystifiée peu après sa sortie. L'idée a cependant survécu et continue de refaire surface de temps à autre. Il est tout de même judicieux de rester vigilant et de suivre quelques règles simples qui te permettront de rester en sécurité sur la route. Tu peux acquérir quelques notions d'autodéfense, te garer dans des zones bien éclairées et toujours regarder autour de toi afin de repérer les choses et les gens suspects avant de monter dans ta voiture. N'oublie pas non plus que beaucoup de mythes et légendes urbaines similaires ne sont créés que pour attirer ton attention et gratter quelques likes pour les auteurs. Si tu ajoutes du sucre roux à ton café, persuadé qu'il est plus sain que l'option blanche, ce n'est probablement pas la meilleure idée. Le sucre roux contient bien quelques minéraux, mais leur quantité est si infime que cela ne se répercutera aucunement sur ta santé. Sinon, il a la même quantité de calories et la même valeur nutritionnelle que le sucre blanc. La seule différence réside dans la couleur, la saveur et le processus de fabrication. Le sucre roux est tout simplement moins traité.
Donc, si tu essaies de réduire tes calories, le type de sucre que tu ajoutes à tes aliments n'a pas vraiment d'importance. Lorsque tu appuies sur le bouton snooze de ton réveil matin, tu ne vas pas réellement bénéficier de ces 10 minutes de sommeil supplémentaires. C'est vrai que ça fait du bien de repousser le moment où tu te lèves, mais ce bouton te fera simplement te sentir plus fatigué au lieu de t'apporter un repos supplémentaire. Tu as ton propre cycle biologique de sommeil qui s'adapte à ton emploi du temps. Lorsque tu te réveilles et que tu te rendors instantanément, ton cerveau est confus, c'est pourquoi tu auras de plus en plus de mal à te lever lorsque l'alarme sonnera pour la 2e, voire la 5e fois. À long terme, le bouton snooze peut nuire à ta capacité à obtenir un sommeil profond et de qualité. Un autre mythe populaire sur le sommeil est que tu avales jusqu'à 8 araignées chaque nuit sans le savoir. Détends-toi, tu n'avales aucune araignée du tout. Pour elle, tu as l'air d'un géant ou plutôt d'une montagne dans le paysage. Tous les sons que tu produis pendant ton sommeil, comme ta respiration ou les battements de ton cœur, sont super effrayants pour elle. Alors tout ce qu'elles veulent faire, c'est rester le plus loin possible de toi. Ce mythe s'est répandu de par le monde après qu'un article de magazine ait mentionné que les gens croyaient facilement tout ce qu'ils voyaient en ligne. Comme quoi, l'article avait raison. Il n'est pas vraiment nécessaire de poireauter 30 minutes ou plus pour te baigner après avoir mangé. Ce mythe perdure depuis plus d'un siècle car il s'agissait d'une règle présente dans le manuel des scouts de 1908. Elle indiquait que nager moins de 90 minutes après avoir mangé pouvait avoir des conséquences vraiment fâcheuses. Elle a laissé croire à de nombreuses personnes que, comme la digestion détournait le flux sanguin des muscles vers l'estomac, nager pouvait entraver ce flux sanguin, te donner des crampes et même te faire te noyer. En réalité, le sang supplémentaire va bien vers l'estomac, mais cela n'affecte pas tes bras ou tes jambes. La nourriture pourrait même être bénéfique à ta séance de natation, car elle te fournira un supplément d'énergie. Et n'oublie pas de boire suffisamment d'eau avec pour rester hydraté. Les diamants sont super chers parce qu'ils sont super rares, n'est-ce pas? Il s'avère qu'ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. Les rubis, les émeraudes et les saphirs sont beaucoup plus rares et bien plus chers que les diamants. Les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Donc, ce prix que les gens sont prêts à débourser n'est jamais que le résultat d'une campagne marketing tout à fait réussie, datant d'il y a plus d'un siècle. L'entreprise qui extrayait et vendait ces diamants a répandu la légende de ces pierres précieuses dans le monde entier. Ils ont persuadé tous les consommateurs que les diamants étaient si rares que leur prix était en fait plutôt raisonnable. De plus, ils ont fait de ces pierres un symbole d'amour éternel, indispensable aux fiançailles. Les films nous ont fait croire que tous les dinosaures étaient des lézards énormes et dangereux, mais en réalité, on trouvait toutes sortes d'espèces de dinos. Certaines d'entre elles n'étaient pas beaucoup plus grandes que des chats ou des labradors. Il semble d'ailleurs que ces espèces plus petites étaient plus répandues que celles de leurs immenses cousins. De plus, certains dinos, comme le T-Rex, étaient même recouverts de plumes, surtout au début de leur vie. Plus tu t'enfonces dans l'océan, plus il devient sombre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Les couleurs passent du bleu-vert près de la surface à des bleus plus intenses, puis descendent jusqu'au bleu indigo et au noir total. La lumière du soleil pénètre faiblement dans les eaux profondes, donc techniquement, en dessous de 1000 mètres, il n'y a officiellement plus la moindre lumière. Mais il existe un autre type de source lumineuse là-dessous. Il s'agit de la luminescence bleue et verte. C'est une enzyme appelée luciférase qui génère de la lumière. Elle décompose les molécules à haut potentiel énergétique et produit des photons au travers des bactéries et du corps de certains poissons des profondeurs. Il semble logique que les étés soient si chauds parce que notre planète se rapproche du Soleil et que les hivers soient si froids parce que la Terre s'éloigne le plus possible de notre étoile. Pourtant, il s'agit d'un autre mythe répandu. Lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, notre planète n'est en fait pas plus proche du Soleil. C'est plutôt le contraire. La Terre est à son point le plus éloigné du Soleil en juillet et à son point le plus proche en janvier. L'été est chaud car l'axe de notre planète est incliné. Pendant son orbite, l'inclinaison de la Terre permet à l'énergie provenant du Soleil de nous atteindre plus directement, car l'angle est plus réduit. La ceinture d'astéroïdes n'est pas aussi dangereuse que les superproductions nous l'ont fait croire. Si tu devais la traverser, ce ne serait pas un vol au travers d'un champ dense et imprévisible de roches se fracassant les unes contre les autres. La ceinture d'astéroïdes est une zone qui se trouve entre 300 et 500 millions de kilomètres du Soleil. Il s'agit d'une vaste étendue vide et solitaire avec beaucoup d'espace au milieu.
Si tu rassemblais tous les astéroïdes de cette ceinture, tu obtiendrais une masse équivalente à environ 4% de notre Lune. C'est pourquoi les astronomes sont si excités lorsqu'ils voient deux astéroïdes se fracasser l'un contre l'autre. Autrement, l'espace n'est pas si mouvementé. Bienvenue chers invités et bienvenue au Simp Aquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore cynancée pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens près des tropiques des océans Pacifique et Indien. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés, et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifique et Indien, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leur piqûre passe généralement inaperçue, tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venin d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices, et finalement la paralysie. Alors vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs, alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin-fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins-fleurs habitent les zones tropicales du bassin Indo-Pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicellaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leurs pédicellaires sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs, et généralement de couleur blanc-rosé à blanc jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins-fleurs le font au moyen de leurs pédicellaires ou fleurs. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers.
Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leurs tiges, s'accrocher au point de contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchées. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non? Tu aimerais bien, sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour attraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urticants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu en vois une échouer sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspecte. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en 2 catégories. Les vrais serpents de mer et les tricots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les tricots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les 2 cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotale moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les œufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du tricot rayé à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs œufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. As-tu déjà remarqué que le papier toilette est généralement de couleur blanche, mais cette couleur n'a pas toujours été la plus répandue? En fait, les papiers toilettes de couleur ont fait leur apparition sur les étalages dans les années 1950. Les gens achetaient du papier rose, bleu, jaune, vert et même noir, car ces couleurs s'harmonisaient tout simplement avec leur intérieur. Mais peu à peu, de nombreux médecins ont commencé à associer la teinture des papiers toilettes colorés à des risques accrus pour la santé. De plus, le colorant ne permettait pas au papier de se décomposer aussi rapidement après avoir tiré la chasse d'eau, ce qui augmentait le risque de boucher les fosses septiques. Cela a fini par rendre les coûts de fabrication et de distribution trop élevés par rapport au papier blanc de base, et finalement, la demande a commencé à s'effondrer. Et maintenant, regardons de plus près ces motifs fantaisistes. La plupart des gens ne se soucient probablement pas des décorations lorsqu'il s'agit de leur papier toilette. Et pourtant, ces motifs existent toujours. Mais pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs points de vue à ce sujet. Certains disent que ce n'est qu'un outil de marketing. Les fabricants emploient ces motifs fleuris pour rendre leurs produits plus esthétiques. Et aussi pour que les clients associent leur marque à l'élégance et à un style de vie luxueux.
il existe une explication plus pratique. Ces motifs font gonfler le papier, ce qui le rend plus absorbant. En parlant de confort, t'es-tu déjà demandé pourquoi le papier hygiénique des toilettes publiques était si rugueux? La réponse la plus évidente est que le papier toilette de haute qualité revient plus cher. De plus, les entreprises préfèrent acheter des rouleaux géants de papier de mauvaise qualité car cela permet de les changer moins souvent. Ce choix permet aussi d'éviter les vols. Et oui, les gens fauchent réellement du papier dans les WC publics. As-tu déjà remarqué que les interrupteurs des toilettes publiques sont généralement placés à l'extérieur? Eh bien, ce n'est pas dû au hasard. Les constructeurs le font pour des raisons de sécurité, car comme nous le savons tous, l'électricité et l'eau forment une dangereuse combinaison. Et les interrupteurs sont reliés au courant, donc l'électricité les traverse littéralement. Bien sûr, les interrupteurs installés par des professionnels seront assortis d'un tas de mesures de sécurité supplémentaires. Mais la plupart des constructeurs préfèrent ne pas prendre le moindre risque. Au Royaume-Uni, les règles de sécurité des interrupteurs sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis par exemple. C'est pourquoi, si tu vis à Londres, tu trouveras probablement plus souvent des interrupteurs à l'extérieur des salles de bain. Mais ne t'inquiète pas, la plupart des salles de bain disposent de toute façon de circuits électriques indépendants. Cela offre une sécurité supplémentaire en cas de choc électrique accidentel. Lorsqu'un changement dans le courant électrique se produit, ils sont censés disjoncter automatiquement. Les possibilités d'éclairage semblent infinies en ce bas monde. Mais pourquoi les feux de signalisation sont-ils rouges, orange et verts? Il s'avère qu'il y a une explication logique à cela. Avant les feux de circulation pour les voitures, il y avait des feux de circulation pour les trains. Et les premiers opérateurs ferroviaires utilisaient la couleur blanche pour signifier voie libre, le rouge pour signifier stop et le vert pour signifier prudence. Mais bien plus tard, on a réalisé que la couleur blanche n'était pas une si bonne idée, car une lumière blanche vive pouvait être facilement confondue avec une simple étoile pendant la nuit. Les compagnies ferroviaires ont donc modifié la couleur blanche pour que le vert signifie voie libre et le jaune prudence, car ces couleurs se distinguent facilement des autres. Et finalement, cette tradition s'est étendue aux feux de signalisation des voitures et est devenue la norme. Quant à la couleur rouge, elle a la longueur d'onde la plus longue, ce qui signifie que les conducteurs peuvent la voir à une plus grande distance que les autres couleurs. Et la couleur jaune a été choisie comme signe de prudence car elle a une longueur d'onde légèrement plus courte que le rouge, mais toujours plus longue que le vert. Quelle est la pièce la plus poussiéreuse de ta maison? Généralement, la réponse est la chambre à coucher. Mais pourquoi? Les chambres ont tendance à générer de la poussière à partir des cellules de peau mortes, des acariens et des fibres textiles de tes draps, tapis et rideaux. Si tu as un animal de compagnie, sa fourrure et ses cellules de peau ajoutent une quantité importante de saleté à cette fête poussiéreuse. Heureusement, il existe des moyens simples d'éliminer la poussière de ta chambre. Il s'agit notamment de faire ton lit tous les jours et de nettoyer régulièrement la pièce au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière. Tu peux envisager de te débarrasser des tapis, des meubles et des bibelots inutiles qui ont tendance à accumuler la poussière. Prête une attention particulière à la qualité lorsque tu achètes des rideaux ou des draps de lit. Plus le tissu est lâche, plus il accumule la saleté. Et enfin, tu peux interdire à ton animal de compagnie d'entrer dans ta chambre. Mais soyons honnêtes, tu ne feras jamais ça. Les purificateurs d'air, les climatiseurs et les ventilateurs de plafond modernes peuvent contribuer à rendre l'endroit où tu dors plus douillet. Mais assure-toi de les nettoyer régulièrement. Autrement, si ton filtre est sale, encombré par des poils ou tout autre polluant présent dans l'air, il ne pourra pas collecter correctement les nouvelles poussières, et celle-ci se retrouvera immanquablement sur les surfaces de ta chambre. En parlant de poussière, savais-tu que tu peux nettoyer les franges de ton balai avec une pelle à poussière? Ce zigzag ne remplit pas seulement une fonction esthétique, tu peux l'utiliser comme un peigne pour les poils. As-tu déjà eu ces marques derrière tes oreilles après avoir porté des lunettes? Parfois, il leur faut même des semaines pour disparaître. Eh bien, c'est un signe que les branches de tes lunettes ne sont pas ajustées correctement pour ta tête. En d'autres termes, elles sont trop serrées. Cela peut provoquer une irritation de la peau et même des maux de tête. Si elles sont pliées vers la zone qui se trouve derrière tes oreilles, elles peuvent appuyer sur la partie fragile du crâne. Garde donc à l'esprit que les branches doivent non seulement avoir la bonne taille, mais aussi être correctement ajustées. Un opticien professionnel peut facilement régler ce problème, et c'est bien plus sûr que d'essayer de le faire tout seul. Les râpes à caissettes peuvent aussi être utilisés en position horizontale.
Dans bien des cas, il est beaucoup plus pratique de râper une carotte ou un gros bloc de fromage de cette façon. Si tu veux râper un produit mou comme du fromage de chèvre ou de la mozzarella, tu peux les mettre au congélateur pendant environ 30 minutes avant de les râper. Il existe aussi un moyen de faciliter le nettoyage et d'empêcher le fromage de coller. Étale une petite quantité d'huile sur la râpe avant de t'en servir. Et maintenant, jetons un coup d'œil aux aspects les moins plébiscités de cette râpe. En as-tu déjà eu l'usage ? Ce côté est en fait conçu pour trancher. C'est plutôt pratique si tu veux faire de fines tranches de légumes pour ta salade ou tes pâtes, ou pour décorer des chips. Et ces petits trous perforés sont conçus pour zester ou râper très finement. Les râpes sont très utiles pour la prochaine astuce, qui ne concerne pas la nourriture. Si tu as un budget plutôt serré, tu peux acheter ce savon à lessive super bon marché, en râper une petite quantité et le jeter directement dans ta machine à laver au lieu d'utiliser le gel de lavage habituel. Savais-tu que tu peux changer le sens dans lequel la porte de certains réfrigérateurs s'ouvre ? Il y a des charnières par ici. Si tu les fixes à l'autre côté, les portes s'ouvriront dans l'autre sens. Mais avant d'essayer de faire ces ajustements par toi-même, assure-toi de débrancher la source d'alimentation et de lire les instructions de ton modèle particulier de réfrigérateur. As-tu déjà remarqué qu'il y a un côté brillant et un côté terne sur le papier d'aluminium ? Beaucoup de gens pensent que le côté utilisé vers le haut ou vers le bas a de l'importance, car le côté brillant devrait mieux retenir la chaleur. Mais en fait, cela ne fait aucune différence. Le processus de fabrication fait que les deux côtés ont un aspect légèrement différent, mais ils remplissent tous deux leurs fonctions de la même manière. Le papier d'aluminium n'est pas seulement utile dans la cuisine. Voici une astuce peu connue pour les piles. Mettons que tu n'aies plus de pile AA. Pas de souci, utilise une pile AAA plus petite et un petit morceau de papier d'aluminium. Insère-le simplement sur l'une des extrémités. Cela fonctionnera car les piles AA et AAA possèdent des tensions équivalentes. Savais-tu que les récipients de nourriture chinoise à emporter peuvent se déplier et se transformer en assiette ? Il te suffit de le défaire des deux côtés et la gravité fera le reste. Au fait, les anglophones désignaient autrefois ce type de récipient en carton sous le nom de Oyster Pail, car il a été conçu à l'origine pour contenir des huîtres. On ne devrait jamais gâcher de la bonne nourriture, et les fabricants de Kit Kat sont bien d'accord avec cette règle. De fins observateurs ont déjà remarqué que les Kit Kat défectueux finissent dans de grandes poubelles bleues. Ils passent ensuite par un processus de retraitement. Le chocolat est alors combiné à de la liqueur de cacao, puis on y ajoute du sucre, et au final, le fabricant obtient la pâte qui sert à coller les gaufres à l'intérieur de chaque barre Kit Kat. La garniture des Kit Kat est donc faite de Kit Kat ratés. C'est fou! Les tiges de rhubarbe peuvent être consommées sans danger, tandis que les feuilles, elles, sont plutôt toxiques en raison de l'acide oxalique qu'elles contiennent. Ne t'endors pas, mais et si je te disais que tu peux littéralement entendre la rhubarbe pousser ? Ce type de plante croît tellement vite que lorsque le bourgeonnement s'effectue, on peut vraiment entendre un son spécifique. Certaines personnes affirment carrément entendre les rhubarbes grincer non-stop durant leur période de croissance. Si tu pensais que les grains de maïs étaient uniquement jaunes, prépare-toi à une sacrée surprise. Il existe du maïs arc-en-ciel. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel cependant, c'est le fruit d'une sélection humaine. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle ce type de maïs le glace gemme. Tout d'abord, le grain semble effectivement être en vert. Et pour ce qui est de la partie pierre précieuse, les épis colorés ressemblent effectivement à des bijoux. Chaque grain est unique. Cette variété de maïs a été sélectionnée pendant de nombreuses années par Carl Barnes, un agriculteur et éleveur de l'Oklahoma en partie Cherokee. Les gens qui ont fait du popcorn avec ce maïs affirment que celui-ci est également coloré. La sauce Worcestershire n'a pas été inventée intentionnellement. Dans les années 1830, l'anglais Lord Sandys est revenu d'un voyage en Inde. L'Inde est célèbre pour ses délices, mais notre Lord appréciait une sauce en particulier. Il se rendit dans une pharmacie où il demanda à deux chimistes, John Lea et William Perrins, de lui concocter quelque chose de semblable. Ces derniers préparèrent un lot entier et comptaient le vendre. Mais l'odeur de légumes et de poissons était si désagréable qu'ils décidèrent de conserver le lot dans leur cave pendant quelque temps. Et puis, tu sais ce que c'est, la vie passe, et les deux hommes ont finalement oublié les tonneaux avec la sauce. Manifestement, cette dernière a fermenté. Les chimistes n'ont redécouvert le tonneau que 2 ans plus tard. Ces hommes devaient être de sacrés aventuriers du goût, puisqu'ils l'ont testé et c'était sucré. Regarde ces frites! Oui, certaines d'entre elles ont des taches noires inhabituelles. Si tu es un amateur de fast-food, tu as probablement déjà vu cela au moins une fois.
Ce n'est pas quelque chose de bien méchant et cela ne signifie pas que ces frites sont impropres à la consommation. Il s'agit simplement de ce que l'on appelle des poches de sucre. La raison de leur apparition est simple. Si les frites sont conservées au réfrigérateur, l'amidon qu'elles contiennent se transforme en sucre. Lorsque le cuisinier les sort du frigo et commence à les faire frire, la température élevée fait cuire le sucre à l'extérieur avant que l'intérieur ne soit complètement cuit. Donc, en fait, ce ne sont que des taches extra caramélisées. Le problème éventuel, c'est que ces sucres peuvent laisser un petit goût de brûlé. Rien de plus. Les carottes ont aussi leur petit secret en matière de sucre. Elles sont bien plus sucrées en hiver. Le fait est que les carottes ont développé une sorte de réponse physiologique pour empêcher la formation de cristaux de glace. Ces derniers peuvent abîmer la carotte et l'augmentation de la teneur en sucre permet de les éviter. Si tu as déjà vu un jour de la duck sauce, juste une petite précision. Sache qu'elle n'a en fait rien à voir avec les canards. Elle est très sucrée et son principal ingrédient est constitué de noyaux de fruits, notamment les prunes, les pêches et les abricots, ce sont les meilleurs. Pour épicer le tout, il est nécessaire d'ajouter du sucre, du vinaigre, du gingembre et des piments. Le mélange du sucré et des épices fait de cette sauce un condiment parfait pour les nems, rouleaux de printemps, viande et de nombreux autres plats salés. C'est difficile à croire, mais les croustilles au fromage que nous aimons tous étaient considérés comme bons à jeter dans les années 1930. Un jour, Edward Wilson a remarqué qu'un peu de maïs s'échappait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux et formait des rubans. Ces rubans semblaient curieux, alors Edward décida de les emporter chez lui et de les assaisonner. Il a également remarqué que le maïs gonflé durcissait s'il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée être un succès, et le produit à base de maïs a été développé pour devenir une collation célèbre dans le monde entier. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles? Ils contiennent tous les deux des diamants. Un scientifique allemand a appris à transformer le beurre de cacahuète en diamant. Il a extrait l'oxygène du CO2. Il a obtenu du carbone, puis l'a soumis à une pression intense. À la fin, il a récupéré de vrais diamants. Ça semble facile, mais ça ne l'est pas. Il a pris du beurre de cacahuète ordinaire et l'a pressurisé avec une puissante machine. La pression était 1,3 million de fois plus élevée que l'air qui nous entoure. Puis, il a chauffé le tout à des températures que l'on rencontre normalement à 800 km sous la surface de la Terre. Techniquement, le scientifique a ainsi simulé la façon dont les structures cristallines se forment dans le manteau inférieur de la Terre. Alors, si tu as déjà pris un pot de beurre de cacao pour le transformer en diamant, n'oublie surtout pas aussi de prendre de la gelée et du pain. En cas d'échec, tu seras bien content d'avoir au moins un bon petit sandwich. Encore une question bizarre pour toi. Qu'est-ce qui contient le plus de protéines? Un steak ou des brocolis? La réponse est le brocoli. Mais il y a un tout petit détail. Il contient plus de protéines par calorie que la viande. Ainsi, 100 calories de brocoli t'apporteront plus de protéines que 100 calories de viande. Autre avantage, le brocoli ne contient pas d'acides gras trans ni de cholestérol. La dernière énigme ici, promis. Alors, qu'est-ce qui est le plus énergétique? Une pomme ou une tasse de café? Désolé les amoureux de café, les pommes sont aussi bonnes que votre boisson préférée. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous manquez d'énergie, essayez de prendre une pomme au lieu d'un double expresso. Les pommes sont riches en minéraux, en vitamine C, en glucides et en fibres. Elles te donneront donc autant d'énergie que le café. Probablement même plus. Les gens ne savent toujours pas exactement comment les chips ont été inventés, mais une légende prétend qu'elles ont été créées en 1853 par le chef d'un luxueux restaurant de Saratoga Springs dans l'État de New York. Les gens y adoraient les frites, mais un jour, un client n'était pas satisfait de leur qualité et s'est plaint qu'elles étaient trop épaisses. George Crumb, le chef de ce restaurant, a dû préparer des frites plus fines. Le client pointilleux n'était toujours pas content. Le chef s'est mis en colère. Sans surprise, c'était la 3e fois qu'il préparait le même plat pour ce client. Il a donc fait exprès de rendre ses frites ultra fines. Les tranches étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Étonnamment, le consommateur capricieux a fini par adorer le plat. La recette est vite devenue virale et les frites ont fait leur apparition dans toutes les épiceries américaines. La seule chose qui a changé, c'est qu'au départ, il s'agissait d'un plat chaud et qu'il s'est un peu transformé en une collation. Envie d'une bonne salade de fruits? Si tu voulais faire pousser tous les ingrédients nécessaires, tu n'aurais pas nécessairement besoin d'arbres distincts. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un arbre multigreffe. Il peut comporter différentes variétés d'un même fruit ou des types de fruits complètement étrangers. Et oui, il est possible de faire pousser jusqu'à 6 fruits différents sur un seul arbre. La salade César n'a rien à voir avec la Rome antique et Jules César.
Cette salade est mexicaine et son histoire a commencé à Tijuana. Elle a été inventée par accident par le chef restaurateur César Cardini. Un jour, au beau milieu d'une grande fête, il a tout simplement failli manquer de nourriture. La seule solution qu'il a trouvée a été de mélanger un tas d'ingrédients au hasard et de les présenter sous forme de salade. Ce plat unique a eu un énorme succès et s'est répandu dans le monde entier. Il y a toutefois une chose qui n'est pas d'origine dans la salade d'aujourd'hui. De nombreux supermarchés proposent leur version de la salade César avec une sauce blanche à base de mayonnaise. Mais au départ, la vinaigrette était jaune et comportait toute une série d'ingrédients. Pour la préparer, il fallait d'abord mélanger de l'ail haché, des anchois et un œuf cru. Ensuite, il était indispensable d'ajouter de l'huile d'olive. La dernière partie de la recette comprenait le jus de citron vert, de la sauce Worcestershire, de la moutarde de Dijon et bien sûr du sel et du poivre. Et voilà, tu veux essayer de la faire ? Même si on peut penser que l'ail germé est impropre à la consommation, ce n'est pas vraiment le cas. Le seul problème, c'est qu'il a un goût plus prononcé. Mieux vaut donc ne pas l'ajouter aux salades, y compris à la vinaigrette César originale. Mais je pense que tu ne remarqueras même pas son goût super prononcé si tu l'ajoutes pendant la cuisson. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algues peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux.
Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. En Arizona, assure-toi qu'il n'y a pas d'âne endormi dans ta baignoire après 19 h.
Cette loi date de 1924 et remonte à un incident survenu lors d'une inondation. Un marchand laissait souvent son âne dormir dans sa baignoire. Comme elle n'était pas fixée au sol, elle pouvait facilement être déplacée. Une nuit, alors que la pluie tombait à verse, l'âne endormi a été emporté par les eaux torrentielles. Il a traversé la ville et s'est retrouvé dans une vallée à 1,5 km de chez lui. L'âne était coincé dans la baignoire et ne pouvait rien faire. Les habitants s'y sont mis à plusieurs et ont réussi à sauver l'animal. Mais comme il a fallu déployer des ressources considérables pour ce sauvetage, ils ont rapidement adopté une nouvelle loi. Plus aucun âne endormi dans les baignoires. Et voilà! Au Samoa, si un mari oublie l'anniversaire de sa femme, celle-ci peut le dénoncer aux autorités. Après un premier incident, il reçoit un appel à l'ordre officiel. On s'attend alors à ce qu'il fasse bien attention et n'oublie pas l'année suivante. Mais s'il oublie à nouveau l'anniversaire, on le soumet à une série d'interrogatoires éprouvants afin de déterminer la cause de sa négligence. Selon les raisons qu'il présente, il peut même faire face à de graves conséquences. Et imagine quand il rentre chez lui. On retourne en Arizona. Il te faut un permis spécial si tu veux faire enlever un cactus saguaro de ta propriété. Le retirer sans autorisation peut te valoir jusqu'à 3 ans de prison. Ce cactus peut vivre près de 200 ans. Et si la loi est si stricte concernant leur conservation, c'est qu'ils ne peuvent pas produire de graines jusqu'à l'âge de 35 ans. Tu visites un jour la magnifique plage qui borde la ville italienne d'Eraclea. Et bien sûr, tu as apporté ton seau. Mais tu ne t'aventures pas à faire des châteaux de sable. On les considère comme dangereux dans cette région. Alors cette fois-ci, laisse ton seau à la maison. Car tu risques de payer une amende de près de 250 €. Lorsque tu conduis ou que tu fais une randonnée dans les bois aux États-Unis, tu peux voir parfois d'étranges marques violettes peintes sur les clôtures, les poteaux ou même les arbres. Dans plusieurs États, ces marques signalent une interdiction de pénétrer dans une propriété privée. On utilise de la peinture au lieu de panneaux. Car c'est moins cher et c'est plus efficace à long terme. Ce système a été mis en place dans 15 États lors de la dernière décennie. Et on s'attend à ce que d'autres États l'adoptent à leur tour. Fais donc bien attention si tu vois cette couleur quand tu voyages dans le pays. Un jour, les autorités de Singapour ont remarqué qu'elles dépensaient environ 150 000 $ par an pour nettoyer les chewing-gums. On ne les trouvait pas seulement sous les chaises et les tables. Il y en avait aussi dans les rames de métro, sur des capteurs, et ça provoquait des retards. En 1992, les chewing-gums ont donc été officiellement interdits. Les autorités ne sont pas si sévères envers les touristes, même si une seule petite quantité est autorisée par personne. Et les dentistes ont le droit d'en prescrire à leurs patients pour leur hygiène dentaire. Il y avait un autre problème à Singapour, concernant cette fois la propreté des toilettes publiques. Les autorités se sont aperçues qu'elles étaient souvent beaucoup trop sales d'un bout à l'autre du pays. Et cela risquait de ternir leur réputation de pays parmi les plus propres du monde. Ils ont donc mis en place un système de surveillance et embauché des agents de toilettes. Ces agents surveillent les toilettes et s'assurent de leur propreté. Les chefs d'entreprise qui ne respectent pas les normes d'hygiène sont verbalisés. Tu marches dans une rue animée de Thaïlande. Soudain, tu fais tomber un de tes billets. Le vent se lève et l'emporte. Alors tu te mets à courir derrière lui. Tu parviens à le rattraper. Mais surtout, n'utilise pas ton pied. Il est absolument interdit de marcher sur les billets, car on considère que les pieds sont vils et sales en Thaïlande. Et tu ne dois pas toucher du pied les billets thaïlandais. C'est parce qu'ils sont à l'effigie de personnes importantes. Quelle que soit la valeur de ton billet, ne marche pas dessus. Tu risquerais de te retrouver en prison. Tu roules à toute vitesse sur une autoroute allemande. C'est l'un des derniers endroits au monde où tu peux conduire aussi vite que tu le souhaites. Mais tandis que tu fonces, ta jauge t'indique que ton réservoir est vide. Alors tu t'arrêtes. Si ce n'est pas un gros problème ailleurs, ici on considère cela comme un risque évitable. Tu devras payer 80 € pour ne pas avoir pris la précaution de faire le plein quand tu en avais l'occasion. Parmi les autres règles en vigueur sur l'autoroute, on trouve l'interdiction de se garer, de faire marche arrière et même demi-tour. Dans les années 40, 2 marchands de cornichons essayent de se faire de l'argent dans le Connecticut. Leurs produits n'étaient pas très frais, mais ils s'efforçaient quand même d'écouler leur stock périmé. Bientôt, ils se sont fait prendre, et une nouvelle loi a été adoptée afin d'éviter ce problème.
On imposait désormais ce qui suit. Pour que des cornichons puissent être vendus, ils devaient pouvoir rebondir. À l'époque, c'était le meilleur moyen de vérifier s'ils étaient propres à la consommation. Mais les méthodes de conservation ayant progressé, cette loi a été oubliée. Elle est cependant toujours en vigueur aujourd'hui. Tu es à New York, tard dans la nuit. Tu dois vite te rendre dans un magasin. Inutile de mettre tes chaussures. Tant d'efforts pour un si court trajet. Mais tandis que tu traverses la rue, des policiers t'arrêtent soudain. Tu ne comprends pas, tu n'as rien fait de mal. Mais ton délit est d'être en pantoufles après 22 heures. Cette loi existe car on pense que les pantoufles malodorantes attirent les rats et autres vermines. Mais tu as tout à fait le droit de porter ton pyjama en public. Tu conduis sur les routes sablonneuses d'Australie occidentale. Tu caches quelque chose d'illégal dans ton véhicule. Tu conduis avec prudence, espérant ne pas attirer l'attention. Mais soudain, les autorités du commerce de la pomme de terre te demandent de t'arrêter. Ils fouillent ton véhicule et découvrent que tu transportes plus de 50 kilos de patates. Cette loi a été instaurée en 1946. Les activités commerciales devaient être protégées pendant cette période de rationnement. Et crois-le ou non, cette loi n'a été supprimée qu'en 2016. Si tu prévois de te rendre au Parlement anglais, assure-toi de laisser ton armure chez toi. En l'an 1313, on a décidé que personne ne pouvait pénétrer dans le Parlement vêtu de son armure complète. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Il a fallu quelques années pour qu'elle prenne effet, le comte de Lancaster refusant longtemps de s'y plier. Mais suite à son procès en 1319, on n'a plus jamais vu personne en armure au Parlement de ce pays. Et la loi est toujours en vigueur à ce jour. La Grèce possède de nombreux monuments historiques étonnants ayant résisté à l'épreuve du temps. Mais la plus grande préoccupation pour leur pérennité est le tourisme. On a donc interdit le port de talons hauts sur tous les sites historiques. L'Odéon est un théâtre dont la construction remonte à l'an 161 de notre ère. Et il présente des dégradations causées par les chaussures des visiteurs. Et ce n'est pas tout. On a dû aussi nettoyer 30 kg de chewing-gum entre les pierres. La nourriture et les boissons sont donc également interdites, ainsi que les chaussures pointues. Tu fais voler un cerf-volant dans l'état de Victoria en Australie. Une activité tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ne sois pas surpris si la police débarque soudainement. Une loi a été adoptée en 1966 stipulant que si tu fais voler un cerf-volant et que cela ennuie quelqu'un dans ton voisinage, tu es passible d'une amende. Et crois-moi, elle sera plutôt salée. Mais étant donné la taille de ce pays, tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver un endroit où faire voler ton cerf-volant en toute tranquillité. En Oklahoma, le bien-être des chiens est quelque chose de très important, et il est donc interdit de leur faire des grimaces. Tu pourrais écoper d'une amende pour la gravité de ton acte, et peut-être même d'une méchante punition. Mais ne penses-tu pas qu'une telle loi devrait être universelle? À moins que le chien ne t'ait tiré la langue en premier.